Dans les années 60, la CIA a financé des expériences sur des patients en psychiatrie ici, à Montréal. Plusieurs victimes ont été indemnisées. On croyait cette histoire terminée, mais en voici un nouveau chapitre. Nous sommes en 1964. Diane McIntosh a 5 ans. Elle a très hâte d'arriver à destination, car aujourd'hui, son père l'emmène voir sa mère à l'hôpital. Mon père m'asseyait sur ses genoux et je pouvais prendre le volant. C'était comme un jeu. La voiture emprunte la longue allée traversant le terrain de l'hôpital jusqu'à l'Institut Allen Memorial de Montréal. Un établissement psychiatrique parmi les plus réputés au pays. Après plus d'un demi-siècle, Diane se souvient de cette première visite comme si c'était hier. Son enthousiasme disparaît en entrant à l'hôpital. C'était comme une scène de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je voyais des gens grogner en frappant leur tête contre les murs. Ma mère était là, assise et complètement droguée. J'avais beau n'être qu'une enfant, je voyais bien que quelque chose clochait. Mais ce qu'ils ignorent à l'époque, c'est que sa mère, Helen McIntosh, tout comme des centaines d'autres patients, sert de cobaye contre son gré pour les expériences psychiatriques brutales menées par le docteur Ewen Cameron. Administration massive de médicaments, longue période de sommeil forcé, électrochocs à répétition. Le tout en partie subventionné par le gouvernement canadien et par la CIA. Charles Tani est admis à l'Institut Allen Memorial en janvier 1957. Il souffre de violentes douleurs au visage. Le docteur Cameron y voit la manifestation d'un trouble anxieux qu'il va traiter à l'aide d'électrochocs et de sommeil provoqué jusqu'à 50 jours. La vie de M. Tani va basculer. C'est divisé en deux. Avant son traitement à l'hôpital, puis après parce qu'il n'était pas la même personne. De tout. Au lieu d'un traitement, M. Tani a été, malgré lui, soumis à une série d'expériences visant à effacer sa mémoire pour mieux la reconstruire. MK Ultra est un projet sur le lavage de cerveau mis sur pied par la CIA au tout début de la guerre froide. Durant la guerre de Corée, des soldats canadiens et américains rapatriés se mettent à prendre parti pour l'ennemi communiste. Les Américains croient que les Soviétiques et les Chinois ont inventé une façon efficace de laver les cerveaux. La CIA veut découvrir leur procédé. L'ex-agent de la CIA, John Gittinger, le confirmait au Fifth Estate dès 1980. Le mandat était large. On nous demandait de développer tout genre de procédés, qu'ils soient chimiques, psychologiques ou autres, pouvant permettre d'influencer le comportement des êtres humains. La CIA sait qu'il y a un risque politique à mener directement ce genre de recherche. Elle finance donc une société écran qu'elle nomme Society for the Investigation of Human Ecology, société hébergée par une université américaine. La CIA s'intéresse aux travaux du Dr. Ewen Cameron, cofondateur de l'Association mondiale de psychiatrie. Il est aussi directeur de l'Institut Allen Memorial. Le Dr. Cameron ne fait pas l'unanimité auprès de ses collègues de travail. C'était un homme autoritaire, impitoyable, assoiffé de pouvoir, stressé, colérique. And it is his mind, no less, which may destroy mankind. De 1957 à 1962, le Dr. Cameron obtient du financement de la société Écran soutenue par la CIA. Il reçoit aussi des subventions du gouvernement canadien. En 1962, Helen McIntosh a 23 ans. À la naissance de son deuxième enfant, elle fait une dépression. Son médecin de famille lui recommande le Dr. Cameron. Ils m'ont promis que j'allais pouvoir me reposer et qu'on allait veiller sur moi durant mon séjour à l'hôpital. Elle ignore qu'on va la soumettre à des traitements expérimentaux extrêmes, électrochocs, LSD, messages sonores diffusés jour et nuit pendant des mois de sommeil artificiel. Ce traitement l'a ramenée à un état quasi infantile.
C'était infernal, vraiment infernal. C'est un état impossible à décrire. Dès que je commence à en parler, je me mets à trembler de tout mon corps. On dirait que mon corps ne veut pas que j'en parle. Hélène n'a que quelques souvenirs épars des années passées à l'Institut Allen Memorial. Les électrochocs, une photo du Dr Cameron, mais je me rappelle de lui, j'ai un souvenir très clair de sa voix. Il m'avait assise devant un groupe d'étudiants en médecine ou de médecins résidents. Et il leur a dit « Cette femme est totalement incurable, tout simplement, sans la moindre émotion. » Je me souviens des moments où il la laissait sortir. Quand elle venait chez ma grand-mère et qu'elle montait me border dans ma chambre. Une fois qu'elle était partie, grand-maman venait me souhaiter bonne nuit. Et je lui disais, ne bouge pas les couvertures, n'y touche pas. Maman les a laissées comme ça. Et toute la nuit, j'essayais de dormir sans déplacer mes couvertures. Hélène McIntosh a passé 2 ans à l'Institut Allen Memorial. Ses souvenirs lui ont été volés, comme des données effacées d'un ordinateur. That's you. Yeah. Look how dark my hair is. Aujourd'hui, Hélène vit en Colombie-Britannique. L'album de photos de famille est très souvent une énigme pour elle. There's Carolyn. So they're not in order. That's me. That's you, of course. Mère et fille ont toutes les deux souffert de ces expériences sur le lavage de cerveau, et elles sont loin d'être les seules. Des victimes ont franchi ces portes par centaines durant les années 50 et 60. Chacune traîne une histoire d'horreur, comme celle qu'Alan Tanney et sa famille découvrent des années plus tard dans le dossier médical de leur père. Le Dr Cameron était très nerveux parce qu'après peut-être 3 ou 4 semaines, il a trouvé que mon père a demandé de voir ma mère. Puis, première chose, il ne laisse pas. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté l'électrochoc. La méthode du Dr Cameron, appelée déstructuration, vise à effacer la mémoire du patient pour mieux la reconstruire. Dans les notes de Dr Cameron, il a dormi à son 50e jour. Il y a eu 29 sessions d'électrochoc. 21 étaient Page Russell. La thérapie Page Russell, du nom de ses inventeurs, consiste en une série d'électrochocs de 20 à 40 fois plus puissants que ceux utilisés dans les traitements à l'époque. Après quelques semaines, le père d'Alan Tanney est réduit à un état infantile jusqu'à devenir incontinent. Monsieur Tanney ne sait pas où il est. Souvent, il est heureux et comme un enfant. Ça, c'est difficile pour moi en français. Qu'est-ce que ça Probably taken as far as we can hope to take him. Et on est allé avec cette patiente le plus qu'on peut. C'était une chose qu'il a faite pour le CIA, pas un programme de traitement de douleur dans la face. Au retour, le gouvernement canadien se fait rattraper par cette histoire. Cet institut, connu sous le nom de Allen Memorial Institute, s'est mérité une réputation enviable sur le plan international pour les travaux qu'on y a faits dans le domaine psychiatrique. Jusqu'en 1977, l'Institut Allen Memorial fait figure d'avant-garde en psychiatrie, jusqu'à ce qu'un article du New York Times révèle l'existence du programme secret de la CIA, le MK-Ultra. On y apprend qu'à la fin des années 50, la CIA a financé des expériences de lavage de cerveau dans de nombreux établissements américains, mais aussi à l'Institut Allen Memorial, l'aile psychiatrique de l'hôpital Royal Victoria. I'm Adrienne Clarkson. Tonight we report on a secret CIA research project carried out in Montreal. Mais ce qui s'était passé derrière ces murs restera secret
jusqu'à ce que l'émission Fifth Estate de la CBC et d'autres médias révèlent l'affaire en 1980. The Fifth Estate. Ils m'ont gardé endormi pendant 23 jours. Je dormais et ils me bombardaient d'électrochocs. Le public découvre avec stupeur les expériences subies par les patients. On m'a fait toutes sortes de tests. On m'a donné certains médicaments, jusqu'à 40 pilules par jour. Ensuite, on m'a donné des électrochocs. Pourquoi? Donc, j'avais peur, une peur épouvantable. Et puis, pourquoi? Mais vous acceptiez quand même de subir ces électrochocs? J'étais très réticente. Le Dr Cameron était le meilleur en Amérique du Nord. Alors, on avait une confiance inouïe en lui. Le souvenir du Dr Cameron n'est pas le même pour tous. Gina Blasbalg a été admise à l'Institut Allen Memorial à l'âge de 15 ans, mais n'a pas reçu d'électrochoc, ce qui explique peut-être qu'elle se rappelle des réactions des patients à l'endroit du Dr Cameron. Certains étaient trop atteints pour réagir, mais ceux qui le pouvaient encore étaient terrifiés. On était tous terrifiés quand il arrivait. On ne voulait pas qu'il s'approche de nous. Aucun patient ne voulait se retrouver près du Dr Cameron. Les révélations sur les expériences du Dr Cameron mènent à une poursuite intentée par 9 des victimes contre la CIA, dont Mme Huard. Les patients disent qu'on les a soumis à leur insu à des recherches douteuses au plan médical et même illégales. Mais les chances de succès semblaient improbables pour Velma Orlico, une des plaignantes. J'y repensais en rentrant chez moi et je me disais parfois, « Tu penses vraiment gagner contre la CIA? Mais pour qui tu te prends? La CIA est bien trop puissante. » Pourtant, à la fin des années 80, la CIA conclut une entente avec les patients canadiens qui reçoivent 90 000 $ chacun, une victoire morale. Puis, le gouvernement canadien annonce un programme de dédommagement en 1992. Mais seules les victimes qui ont été ramenées à un état infantile par les expériences seront indemnisées. Le gouvernement précise n'avoir aucune obligation légale ou morale de dédommager ces personnes. Le père d'Alan Tanney est l'un de ceux qui ont reçu un chèque de 100 000 $. Est-ce que c'était suffisant comme compensation? Si on ajoute toutes les thérapies que les enfants ont passées, c'est plus que ça. Des années en thérapie, mon père était beaucoup plus difficile. Dans ses relations avec vous? Oui, avec tout le monde. Après son traitement, c'était plus difficile. Finalement, seuls 80 des anciens patients du Dr Cameron répondent aux critères de l'aide fédérale. 250 personnes voient leur dossier rejeté, sans compter ceux et celles qui ignorent l'existence même du programme. Et une fois la date limite passée, c'est impossible de réclamer une compensation. Le programme exclut aussi les personnes décédées. Mon père était dans ses dernières minutes. C'était Blue Cross d'Ontario qui a fait ça pour le gouvernement. Puis elle m'a dit, « Hey, prends un avion, viens me voir pour demain matin à 9 h. » Puis je l'ai fait. J'ai eu un chèque. Puis le jour après, mon père, il est mort. 23 ans après la fin du programme, le gouvernement croyait bien en avoir terminé avec cette affaire. Mais il y a quelques mois, Elizabeth Thompson, journaliste à la CBC, examinait les comptes publics du gouvernement fédéral. Une donnée du rapport de 2017 mentionne un mystérieux paiement lié aux expérimentations de lavage de cerveau d'une autre époque. Ça concernait le dédommagement d'une personne ayant subi la déstructuration au Allen Memorial. Le nom de la victime n'était pas divulgué, ni aucune autre information sur ce paiement. La journaliste finit par découvrir que la personne en question est en fait la fille de Jean Steele, admise à l'Institut Allen Memorial en 1957, alors qu'elle souffrait d'une grave dépression postpartum. Alison Steele n'a pas le droit de dévoiler l'entente, mais elle peut nous parler de sa mère, elle qui a été privée de sa présence après les traitements subis aux mains du Dr Cameron. Ils ont effacé tous ses souvenirs. Comment peut-on oser faire ça à un être humain? Selon Alison, à son retour de l'hôpital, sa mère était absente sur le plan émotif autant qu'intellectuel. Sa relation avec son mari et ses enfants n'a plus jamais été la même.
En 1993, le gouvernement a rejeté la demande du père d'Allison. Il n'a pas réussi à obtenir le dossier médical prouvant que sa femme avait été victime de traitements abusifs à l'hôpital. Durant des décennies, la famille d'Allison a tenté sans succès d'obtenir un dédommagement. Je garde un gros dossier. Toute la correspondance de mon père avec le gouvernement. Il y décrit clairement tous les traitements et toutes les choses qu'on avait fait subir à ma mère. Mais il nous manquait le dossier principal. Les années ont passé. Jean, la mère d'Allison, est décédée. Puis, à 93 ans, son père meurt, sans avoir réussi à convaincre le gouvernement de donner gain de cause aux victimes comme sa femme, Jean. Mais en 2015, les choses bougent. En vertu de la loi d'accès à l'information, Allison demande le dossier médical complet de sa mère qu'elle reçoit par la poste. J'ai reçu une grande enveloppe, 300 pages, tirées du dossier médical. Des informations cachées durant des décennies, grâce auxquelles son père aurait réussi depuis longtemps à prouver ce que sa femme avait subi. Parmi les notes découvertes, certaines sont de la même du Dr Cameron. Jean Steele y est décrite comme hyperactive, excessivement bavarde, très peu attentive, très méfiante, ayant un comportement déplacé et pleurant sans raison valable. La description d'une femme qui ne peut plus jouer son rôle de mère à cause des traitements du Dr Cameron. Jean Steele a reçu au moins 24 sessions intensives d'électrochoc. Ces informations ne sont jamais parvenues à votre père. Non, jamais. C'était donc sa parole contre celle du gouvernement. Allison Steele remet ses documents à son avocat, Alan Stein. Celui-ci entame une poursuite contre le gouvernement fédéral au nom d'Allison Steele, qui agit comme liquidatrice de la succession de sa mère. Le gouvernement finira par offrir discrètement un dédommagement à la succession de Jean Steele, mais l'entente doit demeurer confidentielle. Ce que les gens imaginent, c'est si le gouvernement n'en parle pas, c'est parce qu'il ne veut pas réveiller ceux qui pourraient avoir un intérêt à poursuivre. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait une entente confidentielle? Exactement. Le Fifth Estate a diffusé l'histoire de Mme Steele en décembre dernier et son avocat a reçu plusieurs appels provenant d'enfants des victimes du Dr Cameron. Des personnes qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut intenter une action, nous, pour les dommages qu'on a subis après le traitement de ma mère ou de mon père? » Et qu'est-ce que c'est votre réponse? C'est pas facile, pas facile. Il y a une possibilité, mais il y a aussi une question de prescription. Au civil, il y a une prescription? 3 ans. 3 ans à partir du moment où on prend connaissance? Exactement. Alors, comment on explique que Mme Steele ait réussi, elle, à obtenir une compensation? Parce que sa mère a fait la requête pour être compensée pendant la période où on peut faire ça. Combien de familles sont dans la même situation que Mme Steele parmi les 250 patients qui ont vu leur dossier rejeté dans les années 90? Difficile à dire. Le gouvernement actuel va peut-être réaliser et reconnaître les gestes posés par le gouvernement de l'époque. Il y a peut-être de l'espoir qu'ils reconnaissent au moins ce qu'ont vécu ces victimes. Pour les victimes qui ont reçu cette compensation, ce n'est pas qu'une question d'argent. J'ai reçu le dédommagement, mais l'important, ça n'a pas été l'argent à mes yeux. L'important, c'était qu'on me confirmait que je n'étais pas complètement folle. C'est ce qu'on m'avait fait subir, qui me faisait faire des choses bizarres, mais que j'étais saine d'esprit en arrivant là-bas. Ça a été dur d'être privée de notre maman. Elle souffre tellement quand elle pense à tout ça. Alors je lui rappelle que ce n'est pas sa faute, mais que c'est leur faute. J'ai demandé à ma mère, qui était très intelligente, comment ça que toi t'as laissé les médecins faire ce qu'il a fait. Puis elle m'a dit, voir, c'était des années 50. Le médecin était comme un dieu. En 1964,
le docteur Ewan Cameron quitte l'Institut Allen Memorial et retourne vivre aux États-Unis. Son successeur met alors fin au type de traitement privilégié par Cameron. Il ne se doutait pas que ces méthodes rattraperaient l'établissement et entacheraient sa réputation des années plus tard. Le docteur Cameron meurt en 1967. Ses liens avec la CIA n'ont jamais été éclaircis. L'organisation a fait détruire pratiquement tous les dossiers du projet MK-Ultra dans les années 70. Encore aujourd'hui, des centaines de Canadiens, des victimes et leurs familles subissent les conséquences des expériences financées par les gouvernements canadiens et américains. Pourtant, depuis toutes ces années, aucun des deux pays ne leur a encore dit « Nous sommes désolés ».